Donc je remercie Mathieu qui a eu comme idée de faire un petit cours pour les nouveaux internes qui viennent d'arriver sur pourquoi la chloroquine, pourquoi on utilise la chloroquine dans le Covid. Donc moi je vais vous faire une partie historique de pourquoi la chloroquine et l'expérience ici à l'Institut. Ensuite il y aura Sarah Herfi qui vous présentera les données de l'IHU et les données dans le monde sur les activités in vitro de la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Et Mathieu terminera sur les données in vivo et les analyses et les méta-analyses qu'il a pu réaliser. Et donc voilà, moi ce que je vais vous présenter, c'est un peu l'historique de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine, les modes d'action et les premiers travaux à Marseille. Et vous verrez qu'on a une expérience qui est très très ancienne parce qu'on a travaillé sur des pathologies pour lesquelles l'hydroxychloroquine a été utilisée. Le mode d'action sur les virus, dont les coronavirus. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Sarah et à Mathieu. Alors l'histoire de la chloroquine et de ses dérivés, c'est une histoire qui est très ancienne puisque dans de nombreux pays, en particulier dans la cordillère des Andes et en Amérique du Sud, les écorces de Cinchona officinalis, qui est une plante, ont été utilisées pendant des siècles comme analgésique, antipyrétique et dans des manifestations cliniques qui manifestement étaient du paludisme. Au même titre qu'en Chine, eh bien c'était aussi une plante, Artemisia annua, dans lequel il y avait de l'artémisinine qui est aussi un antipaludéen. Donc ça remonte au XVIIe siècle, l'époque à laquelle ça a été introduit en Europe. Et puis par la suite, c'est des chimistes français, Pelletier et Caventou, qui arrivent à extraire les principes actifs des écorces de Cinchona, quinine et conchonine en 1820. En 1870, Schweppes sort une boisson tonique, Indian tonic, qui contient de la quinine. Et puis, il faut attendre 1934 pour arriver à isoler un principe actif qui s'appelait la résochine. Et puis, en 1936, la somptochine ou somptochine, qui a fait l'objet d'un brevet chez Bayer, qui ensuite l'a revendu à Winthrop. Et la somptochine, en pratique, c'est la chloroquine. Et donc, cette chloroquine va ensuite être utilisée en clinique à partir de 1947 et obtient une autorisation de mise sur le marché en France en 1949 sous le nom de Nivaquine. Et c'est la même année qu'également elle a une autorisation de mise sur le marché par la FDA aux États-Unis sous le nom d'Aralen. Et puis pendant toute une période après, il y a eu, c'est une anecdote mais qui est assez intéressante, la méthode appelée Pinotti au Brésil, qui consistait tous les jours dans le sel de table, eh bien de rajouter de la chloroquine pour saler, tout en ayant une activité antipaludéenne au quotidien. Et donc ça a été fait pendant une petite dizaine d'années. Alors qu'est-ce que c'est que ces médicaments? Eh bien, on les appelle des 4-aminoquinoléines. Donc je vais passer rapidement sur la chimie, mais 4-aminoquinoléines, pourquoi? Parce que ce groupement-là s'appelle quinoléine. La position 4, c'est ici, et là il y a une chaîne aminée. Et vous avez une différence entre la chloroquine et l'hydroxychloroquine, c'est qu'il y a une fonction hydroxyle ici qui n'est pas présente dans la chloroquine. Donc ce sont deux analogues qui ont une pharmacologie qui est tout à fait similaire, sachant que l'hydroxychloroquine permet d'utiliser des doses plus faibles puisque c'est le métabolite après la chloroquine et que l'hydroxychloroquine a des indications en dehors, par exemple la chloroquine comme antipaludéen, dans des maladies inflammatoires, notamment le lupus et la polyarthrite rhumatoïde. Alors pourquoi la chloroquine? Eh bien, parce que on a une histoire ici à l'Institut, et en particulier au départ à l'unité d'Erickitsi que dirige Didier, c'est que on a beaucoup travaillé sur une bactérie qui s'appelle Coxiella burnetii. C'est une bactérie intracellulaire, c'est-à-dire qu'elle se multiplie à l'intérieur des cellules eucaryotes, et dans ces cellules eucaryotes, elle va se cacher après avoir fusionné avec le phagosome cellulaire, et ensuite avec les lysosomes, dans ce que l'on appelle un phagolysosome, et c'est là qu'elle se multiplie et qu'elle est susceptible de donner des formes chroniques qui sont difficiles à traiter. Et la caractéristique principale des phagolysosomes, c'est qu'ils ont été acidifiés par les lysosomes, et qu'à l'intérieur de ces vacuoles où sont les bactéries, où se nichent les bactéries, eh bien le pH est très acide, il est à 4,5. Et la plupart des médicaments, même s'ils arrivent à rentrer dans une cellule eucaryote, ont peu ou pas d'activité à l'intérieur de ce type de vacuole qui est acide, parce que par exemple la doxycycline est une base faible, elle est ionisée, elle ne fonctionne pas si le pH est trop acide. Alors le début de l'histoire, c'est 1981 sur la fièvre Q,
où Ted Hachstack montre que le fait d'augmenter le pH à l'intérieur de ces phagolysosomes, eh bien, peut en partie empêcher la réplication, la multiplication de cette bactérie à l'intérieur de ces sacs qui contiennent la bactérie à pH acide. Mais l'histoire a été de dire que ça c'est très bien, mais pour que l'on puisse traiter des maladies chroniques avec ces bactéries en position intracellulaire, il faut qu'on ait un traitement qui soit bactéricide, c'est-à-dire qu'il soit capable de tuer la bactérie. Pour le tuer, eh bien ce qui a été montré, c'est les travaux faits ici par Didier Raoult, Michel Drancourt et Max Morin, entre autres, au tout début des années 90, c'est que pour pouvoir tuer cette bactérie dans cette vacuole qui est acide, eh bien, il faut associer la doxycycline, qui est un antibiotique qui marche pas à pH acide, avec un agent lysosomotrope, un agent alcalinisant, qui permet d'augmenter le pH dans ce sac et de restaurer l'activité de l'antibiotique en question, qui est la doxycycline. Et donc, ces deux travaux, Princeps et Semino, montrent bien ça. Ici, vous voyez une activité bactéricide de l'association de la doxycycline avec un agent alcalinisant, et c'est la même chose ici, où on voit que le pourcentage d'inhibition de la réplication de ces bactéries à l'intérieur du sac est proportionnel au pH, et que donc il faut faire cette association d'un antibiotique plus de l'agent alcalinisant. Et pour résumer, c'est devenu le traitement de référence de cette maladie, la fièvre Q, en particulier les formes chroniques de la maladie, dans le monde entier. Et donc cette expérience, elle date d'il y a plus de 30 ans, d'avoir cette stratégie thérapeutique pour traiter cette maladie. Alors si on revient à une autre histoire, qui est une autre expérience de l'unité d'Ericketsi, c'est la maladie de Whipple, Trophérima whipplei, parce que au tout début des années 2000, l'unité d'Ericketsi et l'équipe de Didier a pu isoler le microbe responsable de cette pathologie. Et ce microbe est aussi un microbe intracellulaire qui donne des infections, et en particulier des infections chroniques, Trophérima whipplei, et qui se loge en réalité à peu près au même endroit dans un phagolysosome comme Coxiella burnetii. Et donc, par analogie, on a testé l'hypothèse que le traitement de la fièvre Q pouvait être un traitement susceptible de fonctionner dans la maladie de Whipple, et c'est ce qu'on voit ici sur cette diapositive, c'est que l'association ici de doxycycline avec l'hydroxychloroquine, le plaquenil, eh bien, non seulement est capable d'inhiber la réplication de la bactérie, mais surtout de tuer la bactérie. Elle est bactéricide. Et c'est également devenu le traitement de référence dans le monde entier de la maladie de Whipple et de ses différentes formes. Alors par la suite, ça on arrive en 2007, on avait fait une revue avec Philippe Colson et Didier sur, finalement, est-ce que la chloroquine et ses dérivés pourraient pas avoir d'autres activités en dehors de ce qui était connu jusqu'alors. Et donc, on avait fait cette revue où on avait montré qu'il y avait des activités des dérivés de la chloroquine, et bien sur des bactéries, alors ça on le savait, sur des champignons, mais aussi sur des virus, et en particulier on avait à l'époque, en 2007, donc ça date d'il y a presque 15 ans, que l'hydroxychloroquine était capable d'avoir une activité d'inhibition de la réplication des virus, en particulier du SARS-CoV à l'époque. Et que cette activité était en partie à l'époque liée au fait que l'hydroxychloroquine sur le SARS-CoV avait un effet immunomodulateur et anti-inflammatoire qui pouvait expliquer qu'il puisse avoir une activité sur un certain nombre de virus. Et puis ça, alors je vais pas trop détailler parce qu'après Sarah va vous en parler, mais ça c'est ce qui sort au début février 2020, le fait que in vitro, les Chinois montrent que la chloroquine a une activité in vitro contre le SARS-CoV-2. Donc si vous avez compris ce que je vous ai expliqué depuis 5 minutes, vous comprenez pourquoi on a décidé de le tester, de l'utiliser, puisque ça nous paraissait absolument évident que ça puisse fonctionner. Et donc, on a ensuite étudié, savoir quel était le mécanisme par lequel ce virus était susceptible d'infecter des cellules eucaryotes. Alors ces récepteurs, Christian est là, je l'ai vu, les récepteurs principaux du virus sur la cellule eucaryote, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine, mais aussi les acides sialiques, c'est ce qu'on a représenté ici. Et la chloroquine a une activité qui est capable, ici vous le voyez, d'inhiber la spike protéine qui vient se mettre sur le récepteur ACE2 de la cellule eucaryote, mais également probablement aussi d'inhiber les acides sialiques à la surface des cellules eucaryotes qui, elles, contiennent des gangliosides, et donc la chloroquine a aussi une activité sur ces récepteurs-là.
Et puis pour terminer, ça explique une partie des choses, mais pas tout en tout cas, c'est que justement l'interaction du virus SARS-CoV-2 sur toute cette cascade qui est le système angiotensine-rénine, eh bien, est à l'origine finalement d'un blocage d'un statut basal qui est habituel en dehors de l'infection virale et qui entraîne des signes pro-inflammatoires, de l'hypertension et un remodelage probablement cardiovasculaire qui est observé dans la pathologie. Voilà, je vous remercie, je passe la parole à Sarah. Moi, je vais vous parler principalement donc des tests de sensibilité du SARS-CoV-2 avec les différentes études qui ont été réalisées jusqu'à présent. Donc des études qui ont été faites par notre équipe et aussi des études qui ont été faites de par ailleurs dans le monde. Donc dès le début de la pandémie, il y a ces études en fait sur les tests de sensibilité se sont très vite multipliées en se basant sur deux approches principalement. Donc tout d'abord, la première idée c'était d'utiliser des molécules qui avaient démontré leur efficacité sur d'autres coronavirus très proches comme le coronavirus du SARS ou le MERS coronavirus. Ou alors, une deuxième approche, c'était d'essayer de tester des molécules qui avaient un large spectre d'activité. Et donc, il était raisonnable de penser que ces molécules pouvaient avoir une activité sur le SARS-CoV-2 et donc de les tester. Donc, juste avant de commencer, je vais expliquer pour les internes, en fait, comment on fait ces tests de sensibilité in vitro sur des cultures cellulaires. Donc, ce sont des tests qui se font en laboratoire P3. Où on va utiliser des cellules Vero qui sont des cellules permissives pour le coronavirus. Il y a un lot de cellules qui va être utilisé comme contrôle et l'autre lot de cellules sur lequel on va mettre à incuber la molécule à tester, donc là en particulier l'hydroxychloroquine. Ensuite, on va inoculer ces cellules avec du coronavirus, le SARS-CoV-2, et au bout de 50 à 72 heures selon les études, on va regarder les effets de la molécule en se basant sur deux critères. Donc, premièrement, les effets cytopathogènes, donc ce sont les modifications morphologiques des cellules qui sont liées à la réplication virale. Et d'autre part, en regardant la charge virale qui se fait donc par PCR quantitative et qui va permettre de calculer un pourcentage d'inhibition de la réplication virale. Alors, comme l'a montré Jean-Marc Rollin juste auparavant, dès le début de la pandémie, il y a les premières études qui ont commencé à sortir et il y a cette étude chinoise qui a montré rapidement l'efficacité de deux molécules, le remdesivir et la chloroquine. Et il était important donc de tester des panels plus larges de molécules pour voir s'il n'y avait pas d'autres molécules donc qui étaient aussi efficaces et d'autres qui pouvaient confirmer aussi ces premiers résultats. Donc il y a, je vous présente ici une évaluation de 20 molécules qui ont été choisies sur la base qu'elles étaient actives sur le SARS ou le MERS coronavirus. Et parmi ces 20 molécules, il y en a 17 qui se sont montrées être actives, avoir une activité antivirale sur le SARS-CoV-2. Donc parmi ces molécules, donc on a les dérivés de la chloroquine, donc des antipaludiens, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, la modiakine, et puis pas mal de molécules qui ne pourraient pas, qui ne seraient pas envisageables pour une utilisation en clinique à cause de leurs potentiels effets indésirables. Donc des médicaments qui agissent sur le système nerveux central comme des antidépresseurs, des antipsychotiques, des antiparkinsoniens, et puis également aussi des anticancéreux, donc qui ne sont pas également envisageables pour la pratique clinique. Le seul qui éventuellement pourrait être utilisable, c'est un antiémétique qui ressort donc dans ces 17 molécules actives. Ensuite, il y a une autre étude qui a démontré, qui a cherché à évaluer l'efficacité de 1520 molécules qui étaient approuvées par la FDA. Et sur ces 1520 molécules, il y en a 90 qui ont montré une activité antivirale. Et les auteurs concluent dans cette étude que l'activité antivirale la plus puissante est retrouvée pour l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Donc vous le voyez sur ce tableau. En fait, on a les concentrations inhibitrices 50 les plus faibles qui sont retrouvées pour ces deux molécules. Donc mis à part ces deux molécules, les autres molécules qui sont actives, donc ce sont des antibiotiques, des antidépresseurs, des antiarythmiques et puis des inhibiteurs de la pompe à protons notamment. Ensuite, une étude qui est plus récente, qui est parue dans Nature, là c'est du très haut débit, où les auteurs ont testé 12 000 molécules. Et parmi ces 12 000 molécules, il y en a 100 qui ont montré une activité antivirale, donc avec une inhibition de la réplication d'au moins 40%.
parmi ces 100 molécules, c'est cité assez brièvement dans le papier, ils disent que parmi ces 100 molécules, il n'y en a que 6 qui sont approuvées par la FDA pour un usage clinique courant. Et celle-ci inclut donc la chloroquine, une molécule, des dérivés rétinoïdes, dont une molécule qui est utilisée contre le psoriasis, et un antihistaminique qui est l'astémisol. Et après, toute la suite du manuscrit va se focaliser sur des protéines qui sont en développement ou en phase préclinique, dont un inhibiteur de kinase qui s'appelle l'apilimode et des inhibiteurs de cystéine protéase. Donc cet apilimode, c'est quoi? C'est une molécule qui a été au départ développée pour la maladie de Crohn et pour la polyarthrite rhumatoïde et qui finalement s'est avérée inefficace. Et ensuite, elle a été repositionnée pour essayer de voir si elle n'avait pas une efficacité antivirale contre Ebola et contre la SARS, et maintenant donc sur le Covid-19. Donc quand on regarde de plus près les 6 molécules qui sont approuvées par la FDA et qui avaient une efficacité antivirale, donc ça on le retrouve dans les supplementary data, on s'aperçoit donc qu'il y a la trétinoïne, donc un rétinoïde qui a avec la chloroquine, qui ont la concentration, une concentration efficace qui est de l'ordre du micromolaire, donc parmi les plus basses. Il y a 3 dérivés rétinoïdes, oui, qui sont pour l'un utilisés dans le psoriasis et 2 dans la leucémie aiguë promyélocitaire. L'antihistaminique retrouvé ici a été retiré en France. Donc en fait, quand on regarde ceux qui sont potentiellement envisageables en pratique clinique, il en reste pas beaucoup. Il reste la citrétine, la chloroquine et la clofazimine, qui est un antibiotique qui est utilisé dans les tuberculoses multirésistantes ou comme antilépreux. Donc, quand on fait la revue de la littérature sur les autres études qui ont étudié l'efficacité de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine, donc on voit que certaines de ces études montrent l'efficacité d'autres molécules, donc certaines molécules qui sont des antiviraux, donc notamment des analogues nucléosidiques ou des inhibiteurs de la protéase du VIH, le remdesivir qui ressort aussi dans d'autres études, et puis un immunosuppresseur qui est la cyclosporine, qui n'est pas envisageable pour un usage en thérapeutique. Toutes les études qui montrent donc l'efficacité de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine et qui ont étudié donc la concentration efficace montrent qu'il y a une concentration inhibitrice qui est de l'ordre du micromolaire, ce qui est 3 fois inférieur à la concentration plasmatique efficace retrouvée chez un patient qui va être traité avec des posologies standards, et entre 20 et 100 fois inférieure à la concentration qu'on peut retrouver dans les poumons. Donc, parmi les mécanismes d'action dont M. Rollin a parlé juste avant, il y avait donc ce fameux blocage de l'acidification des endosomes. Et en fait, ce blocage de l'acidification, il a bien été démontré pour le SARS-CoV-2. Donc, on le voit dans cette étude où, à gauche, donc on a des cellules contrôle, des cellules qui sont infectées par le SARS-CoV-2. Et puis, à droite, on les a mises en présence d'hydroxychloroquine. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a une nette diminution de la proportion de virions qui passent des endosomes vers les endosomes précoces vers les endosomes tardifs en présence d'hydroxychloroquine. Et d'autre part, c'est accompagné de modifications morphologiques ici, où on a des endosomes précoces qui sont beaucoup plus gros que ce qu'on retrouve en temps normal en l'absence de molécules, et ce qui est le reflet en fait du blocage de la maturation de ces endosomes. Donc, à côté de toutes ces études de sensibilité in vitro, il y a aussi des approches informatiques de docking moléculaire qui ont conforté en fait ces premiers résultats. Donc, qu'est-ce que c'est que le docking moléculaire, ce qu'on appelle l'amarrage moléculaire en français? Et ce sont des prédictions informatiques qui vont permettre de décrire les interactions et les mécanismes qui sont impliqués dans des interactions entre 2 molécules, et en particulier ici, entre une protéine et son ligand. Donc, ce sont des approches qui sont beaucoup utilisées pour la conception de médicaments, et en particulier pour le SARS-CoV-2. Les chercheurs se sont intéressés à essayer de regarder les interactions entre différentes molécules et soit des protéines virales du SARS-CoV-2, soit des protéines de l'hôte qui étaient impliquées dans des étapes clés du cycle de réplication. Donc, j'ai fait une petite revue de la littérature des études de docking qui sont disponibles jusqu'à présent.
et notamment celles qui ont été faites sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Et en fait, on s'aperçoit que ces deux molécules ont des sites d'interaction avec une affinité importante pour 3 protéines virales, donc la nucléocapside, la protéase, et la spike. La spike qui est la protéine qui intervient dans l'attachement au récepteur cellulaire qui est ACE2. Par ailleurs, ces molécules ont également des interactions avec certaines protéines de l'hôte qui interviennent dans la réplication virale. Et à côté de cela, ces interactions ont aussi été démontrées pour d'autres antiviraux, comme l'oseltamivir par exemple, le ritonavir, mais aussi de manière intéressante pour l'azithromycine, où il a été démontré que l'affinité et le nombre d'interactions pour 2 protéines virales et 2 protéines de l'hôte étaient beaucoup plus importantes que ce qui se passait avec, par exemple, l'hydroxychloroquine. Donc, en fait, au final, toutes ces études ont montré qu'il y avait une efficacité de pas mal de molécules qui sont déjà utilisées en pratique clinique sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, mais aussi beaucoup d'autres qui ne sont pas envisageables pour une pratique clinique. Donc, par exemple, les anticancéreux ou il y avait les anticancéreux et d'autres molécules qui sont très toxiques. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire au laboratoire, c'est de regarder et de tester in vitro la sensibilité de molécules qui pourraient être envisageables pour la pratique clinique. Et donc, notamment la combinaison hydroxychloroquine et azithromycine. Donc, c'est ce qui a été fait dans ce travail. Et là, on a montré donc qu'il y avait une synergie d'activité antivirale entre l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donc, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, puisque l'azithromycine avait déjà auparavant montré une activité antivirale sur le virus Zika et aussi une activité clinique sur les infections par le MERS coronavirus. Donc voilà, donc je vous ai présenté les tests de sensibilité. Là, je vais laisser la parole à Mathieu pour la partie clinique. Donc aujourd'hui, pour le premier cours des internes, c'est vrai que c'est un trio, donc avec Jean-Marc Rollin, Sarah Herfi, et puis je vais finir le point de vue d'un clinicien. Et donc la question qu'on a posée, c'est pourquoi la chloroquine et aussi pourquoi pas la chloroquine. Au début, je voulais faire autre chose que le Covid, mais je me suis dit finalement pourquoi pas d'emblée vous présenter le vif du sujet. Donc d'abord, les questions souvent qui sont posées, c'est est-ce que c'est toxique et est-ce qu'il y a vraiment aucune preuve en dehors de l'IHU qui serait en faveur d'une efficacité clinique. Pour un clinicien, l'hydroxychloroquine, on le connaît depuis les années 30, c'est approuvé par la FDA, c'est mieux toléré que la chloroquine dans le lupus. Ça en fait le traitement de référence dans le lupus. La posologie, elle est à 2 comprimés par jour au lieu de 3 dont on va vous parler ici. Et il a été montré que ça améliore la survie, ça diminue la fréquence des poussées, les lésions tissulaires, la lucite, et ça peut être tout à fait utilisable pendant la grossesse. C'est un des traitements de référence du lupus pendant la grossesse. On sait depuis longtemps que c'est un agent qui cible l'lysosome, ça a été évoqué juste avant, et en tout cas ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est concentré dans le lysosome, donc c'est même beaucoup plus, la concentration dans le lysosome est bien supérieure à ce qu'on voit dans le sang. Ça c'est les années 74, ça c'est ce qui vous a été présenté par Jean-Marc Rollin, et c'est toutes les études in vitro qui ont montré que c'était efficace sur des microbes intracellulaires. Sur le palu, ça a été démontré depuis longtemps, mais là les microbes intracellulaires des bactéries depuis plus de 30 ans. Au niveau du clinicien, ce qui va convaincre le clinicien souvent, c'est des études comparatives. Il y a eu cette étude en 99 qui a été faite ici, qui a comparé doxy et plaquenil contre doxy et déquinolone. Et il avait été rapporté un bénéfice significatif, notamment sur la durée du traitement, sur la rechute. Donc ça, c'est dans les endocardites à Coxiella burnetii. Et il y avait un bénéfice, mais qui n'était pas significatif sur la chirurgie. Donc depuis les années 2000, le plaquenil est rentré dans le traitement de référence. Et donc ici, j'ai juste résumé, on l'utilise à 3 comprimés par jour depuis donc maintenant 20 ans. 18 mois à cette posologie de 3 comprimés par jour dans l'endocardite sans matériel. 24 mois quand il y a du matériel, puisqu'il a été prouvé qu'il y avait plus de rechute en cas de prothèse et donc le traitement prolongé était nécessaire. Et comme vous l'a dit Jean-Marc, depuis 2014 seulement, mais toujours à la posologie de 3 comprimés par jour, donc exactement celle dont on parle dans le Covid. Et ça faisait mieux que le Bactrim dans cette indication.
Ça, c'était donc une étude sur 100 patients avec une endocardite, et on avait retrouvé en tout cas que le fait de commencer avec retard le traitement par plaquenil était un facteur de mauvais pronostic pour la guérison sérologique. Donc, ça, c'est des preuves cliniques. Au niveau de la tolérance, on a continué à travailler. Au niveau du Centre national de référence, dont je fais partie avec toute l'équipe, Cléa Mélenotte notamment, M. Raoult, on a traité au moins 766 patients qui sont rapportés dans cette étude-là, à 3 comprimés par jour encore une fois, plusieurs mois, sans qu'on ait d'effets secondaires critiques qui soient rapportés, ni par les cliniciens, ni par d'autres instances. Et ça fait même partie du PILI. Le PILI, c'est le livre de référence pour les étudiants en infectiologie française, où on voit que le traitement conseillé associé à doxy au plaquenil, et quand on voit au niveau international, ça fait aussi partie des recommandations du CDC depuis 2013. Et dans le CDC, donc c'est un peu ce qui sert de référence aussi à l'Organisation mondiale de la santé, c'est plaquenil à 3 comprimés par jour pendant au moins 18 mois. Donc c'est pas nouveau et c'est pas uniquement à Marseille. Dans l'article du CDC, il mentionne qu'il faut faire attention à la déficience en G6PD, ce qui est anecdotique, et même il y a des articles qui prouvent que même quand on a un déficit en G6PD, ça pose pas forcément de problème. Il ne parle absolument pas de problème cardiaque ou de bilan cardiaque préthérapeutique. Il recommande uniquement de surveiller la rétine, et selon les ophtalmologues, c'est uniquement quand on a des traitements prolongés de plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc au niveau de la toxicité, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en tant que clinicien, en tant qu'infectiologue. On l'utilise depuis plus de 20 ans à la même posologie pendant des 18-24 mois. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui nous a été transmis par les cardiologues, par le professeur Deharo, pour nous dire, quand vous voulez regarder un petit peu les interactions avec les autres médicaments que les patients ont, je vous donne une liste des médicaments qui allongent le QT. Et donc, quand il y a un médicament dans l'ordonnance du patient qui est dans cette liste, attention, peut-être qu'on va pas donner la chloroquine. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des médicaments très communs. Il y a le Xatral qui est prescrit pour l'adénome de prostate. L'amantadine, on l'a vu tout à l'heure, on va en reparler. La cordarone qui est très fréquent, l'infotéricine B. Puis au final, j'ai arrêté de faire le listing parce que il y en a énormément. Il y a notamment l'arténimol pipérakine, donc qui est un équivalent de la chloroquine, qui est largement commercialisé dans le monde entier, dans le palu encore aujourd'hui. On voit qu'il y a par exemple l'imodium. Au final, il y a plein de médicaments qu'en fait, n'importe quel médecin dans le monde entier utilise tous les jours. Xatral, la cordarole, le motilium, l'imodium, l'aricept qui a été utilisé dans la maladie d'Alzheimer, le Mopral, l'Inexium, c'est un des plus fréquents que nous on voit en pratique clinique, le Deroxate, le Prozac, le Lazilix, tellement fréquent, et Lazilix cordarone, une association qui est extrêmement fréquente chez les insuffisants cardiaques qui ont des problèmes éventuellement de rythme cardiaque, l'Aldol, un neuroleptique, et puis les Hydrex. Et dans les ordonnances de ville, on voit fréquemment des médicaments comme ça qui sont en association. En tout cas donc, pour un premier résumé, l'hydroxychloroquine, elle est bien connue des infectiologues, à cette posologie, efficace et bien tolérée pendant des traitements de plus de 12 mois. Intriguant, il y a plusieurs molécules dont on vous a parlé depuis maintenant, qui sont aussi des molécules qui sont dans cette liste. C'est un peu intriguant parce qu'ils allongent aussi le QT. Donc toutes les amino-4-quinoléines, on en a parlé. La chlorpromazine, ça a été un des premiers médicaments à été trouvé pour avoir une efficacité sur le virus, et elle fait partie de ces neuroleptiques phénotiazine, une structure chimique commune, avec un allongement du QT. Et enfin, la clofazimine, on vous a parlé, et ça a été particulièrement aussi encouragé à Marseille, notamment avec Philippe Rouquy, sur la tuberculose multirésistante, mais c'est aussi utilisé depuis des dizaines d'années, et ça allonge aussi le QT. Est-ce que la présence sur la liste des médicaments qui allongent le QT pourrait représenter un des mécanismes d'action? Et notamment, on sait que c'est les canaux ioniques, évidemment, pour le QT, c'est un canal ionique qui fait que ça allonge le QT. Est-ce que ça pourrait pas être un fait intriguant entre les deux? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la protéine E virale est un pentamère, elle forme un pentamère et elle forme un canal ionique. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait plus qu'un hasard. Et il y a des articles qui montrent que l'hydroxychloroquine peut inhiber le virus en interagissant avec cette protéine E canal ionique transmembranaire. Donc, c'est peut-être pas un hasard si les médicaments qui sont efficaces pourraient allonger le QT. Les preuves cliniques, quelles sont-elles? En tout cas, il y a des preuves cliniques qui sont complètement indépendantes à l'IHU. Et là, je vais vous présenter un site qui s'appelle c19study.com, qui est un site collectif, probablement américain, il me semble, mais en tout cas, dont nous, on fait pas partie, et qui a notamment collecté 160 études sur l'hydroxychloroquine, donc 95 ont été revues par des pairs, et qui estime que le bénéfice est de 64% quand le traitement a été précoce, et le bénéfice est beaucoup inférieur, de 26% quand le traitement est tardif.
n'importe qui peut retrouver toutes les études sur ce site, c19studi.com, peut aller voir les papiers, peut aller critiquer ces données. Ils estiment que à ce jour, 580 000 patients auraient pu être sauvés si l'hydroxychloroquine avait été utilisée de façon systématique. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce site, il n'est pas du tout exclusif, et c'est souvent une erreur qui est faite de dire il n'y en a qu'une molécule qui peut marcher. Ils vont, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir toutes les études sur l'ivermectine, toutes les études sur la vitamine D, le zinc, d'autres thérapeutiques, et y compris sur le remdesivir. Donc c'est un site qui semble relativement objectif et dont l'IHU ne fait pas partie. Toujours dans le même site, je trouve ça très bien représenté. Donc c'est une forme de méta-analyse finalement, mais accessible au public, qui est pas vraiment, c'est pas un article scientifique où ils ont différencié le traitement précoce où on voit que toutes les études sont en faveur d'un bénéfice, aucune étude n'est en faveur d'un effet toxique ou de pas d'effet. Et la taille de l'effet, donc la taille de l'effet, c'est la distance entre l'effet et absence d'effet, est supérieure quand il y a un traitement précoce à quand on prend toutes les études. Et donc ça aussi, ça va en faveur d'une efficacité du traitement. Si un traitement est efficace, il sera d'autant plus efficace qu'il est donné précocement. Il représente aussi sur cette carte tous les pays du monde qui l'ont utilisé de manière généralisée, soit en prophylaxie. On voit que le monde occidental en général n'a pas utilisé l'hydroxychloroquine et donc ça pourrait être associé à des résultats cliniques. Sur le même site, ils ont développé, c'est le même site, c'est environ un autre site qui s'appelle HCQ Meta où ils vont détailler ces données. Et ici, il y a toutes les études en précoce et où ils donnent la probabilité en fonction de la date. Et donc, à ce jour, au 31 octobre, la probabilité que ce soit un hasard, que par hasard on ait trouvé une efficacité, serait de 1 sur 1 million. Et 100% des études, encore une fois, en traitement précoce, retrouvent une efficacité. C'est une façon de le représenter. Quand on montre toutes les études, donc les études où vous voyez un trait en rouge vers le bas, c'est celles qui dénotent un effet toxique ou une absence d'effet. Mais même avec ces études-là, vous voyez déjà que la majorité des études publiées, indépendamment de Marseille et de l'IHU, sont en faveur d'un effet bénéfique. Et encore une fois, que la probabilité qu'on trouve un effet bénéfique par hasard à ce niveau-là, c'est de 1 sur 100 millions. Donc il y a quand même des preuves reproductibles. Toutes ces études sont disponibles sur le site, vous pouvez les consulter, et tous ces résultats donc sont vérifiables. Nous, de notre côté, on avait fait une méta-analyse complètement indépendamment de ce site, qu'on a déjà présenté plusieurs fois. On avait distingué les études cliniques et les études de big data, et en faisant un zoom, on peut voir qu'effectivement on a des effets significatifs dans certaines études, comme en Iran, comme aux USA, comme en Italie, le pays d'Andorre. ERAS, une très belle étude sur les maisons de retraite et les personnes âgées. Donc souvent, les personnes âgées, on dit oui, votre mortalité, c'est parce que vous avez des personnes jeunes qui viennent à l'ambulatoire, à l'hôpital le jour. Et donc c'est pour ça que vous avez des si bons résultats. Mais au final, les mêmes résultats sont reproductibles dans des maisons de retraite ailleurs que notre équipe, à Andorre. Et l'équipe de Philippe Gautret aussi a un article qui vient d'être accepté dans des maisons de retraite dans la région de Marseille. France, donc voilà, ça c'est notre article, l'AG, Jean-Christophe qui est ici, donc 3700 patients. On avait montré chez les patients de plus de 60 ans, puisque c'est eux qui étaient à risque de mourir, un bénéfice très net. Encore une fois, Italie, Espagne, des essais multinationaux sur des études multinationales sur le cancer, et enfin en Chine. Ça, c'était les études de Big Data, donc vous savez qu'on les a critiquées, mais même dans les études de Big Data, on retrouve des études qui sont favorables en Espagne, en Belgique, en Italie, aux USA, une étude au Congo, donc c'est une des premières études qui est publiée en Afrique et qui confirme cet effet bénéfique, et enfin en Arabie Saoudite. Voilà, globalement, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais les effets résumés sont très significatifs, avec une réduction de la mortalité d'un facteur 2 quand on prend les études cliniques, dont on pense qu'elles sont les plus précises. C'est elles qui vont donner le détail du traitement, le détail de la posologie, quel patient a été inclus, quel est le terrain, la sévérité des patients. Et voilà, on détaille en général, on détaille systématiquement quelles études ont été exclues et pour quelles raisons. Pour le virus, donc voilà, de la même façon, on a plusieurs études concordantes, les études cliniques qui sont concordantes pour dire qu'il y a une diminution du virus, mais un effet qui est peut-être même moins impressionnant que sur la mortalité, ce qui suggère que l'hydroxychloroquine aura un effet non seulement antiviral, mais aussi un effet sur la pathogénèse de la maladie et des complications elles-mêmes. Voilà. La revue, donc on a fait une grosse revue avec toute l'équipe
qui a été soumis à un journal, ils nous ont demandé d'enlever les préprints en nous disant que les préprints, de toute façon, c'est pas fiable, ça n'a pas été revu par des pairs, donc votre méta-analyse n'est pas valable. Donc on a refait la méta-analyse en incluant uniquement les articles qui sont publiés, et au final, les résultats sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on arrive à un odds ratio pour les études cliniques à 0,6, donc on diminue le risque de mortalité de 40%. Et dans les études de Big Data, 0,77, c'est exactement pareil, ça modifie absolument pas la taille de l'effet quand on exclut tout ce qui a été en préprint. Enfin, une carte pour dire est-ce que la reproductibilité est géographique, et on va rajouter les points verts au fur et à mesure. Mexique, États-Unis, Espagne, Italie, Arabie Saoudite, Chine, et donc je vous ai parlé du Congo. Donc il n'y a pas seulement à Marseille et à l'IHU qu'on pense qu'il y a des preuves. Et en résumé, pas un hasard sur les bases de laboratoire si c'est efficace, c'est pas tombé du ciel. Il y a une protéine qui a un canal ionique, et donc il y a très probablement quelque chose qui se passe avec les canaux ioniques dans cette maladie, dans le lysosome, etc. Et il y a au moins un article qui montre que l'hydroxychloroquine inhibe ce canal ionique. Pas un hasard du coup si les molécules efficaces, pas toutes, mais les molécules efficaces allongent le QT, puisque c'est un mécanisme commun. Toutes les deux sont efficaces in vitro, on en a parlé. Une synergie qui a été prouvée in vitro, c'est Sarah Herfi qui en a parlé tout à l'heure. Dans le graphique, c'était vraiment quand les deux molécules étaient utilisées ensemble qu'il y avait une efficacité antivirale. L'association des médicaments qui allongent le QT, c'est très fréquent en médecine générale. Par exemple, Cordarone Lazilix, donc c'est quelque chose qui est vraiment pas du tout exceptionnel. Et en tout cas, on pense qu'il y a de nombreuses preuves cliniques reproductibles dans différents centres, dans différents pays, sans aucun lien d'intérêt entre eux, ni même avec notre centre. Voilà, je vous remercie.